projet d'architecture, c'est une vraie collaboration avec les clients. D'accord. C'est pas qu'on fait le plan, on leur donne et c'est fini. Ouais. C'est vraiment un échange. D'abord, on leur demande la liste des pièces. On leur fait une proposition. On leur demande, est-ce que ça vous convient? Bon, on a fait la chambre de service plutôt côté cuisine africaine. Est-ce que ça vous convient ou bien vous voulez que la chambre de service soit dans la maison par rapport à vous, votre mode de vie? Peut-être le personnel est plutôt avec vous dans la maison. Chacun a son mode de vie, son fonctionnement. Donc, le fait qu'on prenne le temps avec eux, ça les rassure. Et ils savent que leur projet va vraiment correspondre à leur couple et à leur famille. Bienvenue dans le Carré d'As Immobilier, votre rendez-vous incontournable pour tout comprendre sur l'immobilier. Que vous soyez un investisseur débutant, un professionnel chevronné ou simplement curieux, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode, nous recevons des experts dans le domaine de l'immobilier, des agents, des promoteurs, des experts, des architectes, des notaires et bien d'autres encore. Ensemble, nous explorons les dernières tendances du marché, les stratégies d'investissement et les conseils pratiques pour réussir vos projets d'immobilier. Notre mission vous fournit les clés concrètes et aspirantes pour réussir avec succès dans l'univers passionnant de l'immobilier. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un énième épisode du Carré d'As Immobilier et aujourd'hui, nous sommes en présence de Madame Karine Barouin avec qui nous allons échanger sur l'architecture en Côte d'Ivoire. Bonjour Madame, comment vous allez? Bonjour, merci encore pour l'invitation. Merci à vous. Isaac, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi, comment tu vas? Ça va. Madame Baron, comment vous allez? Oui, ça va très bien, très bien. Super. Je suis contente d'être avec vous. Il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, comme Marie-Georges l'a si bien dit, aujourd'hui, le thème, c'est architecture en Côte d'Ivoire, utile ou pas, trop cher ou pas. C'est un thème qui en dit long. Des vraies questions. Voilà. C'est ça. Alors, Madame Baron, on va se présenter de façon brève. D'accord. Donc, je suis Karine Kangou Barouan, architecte agréée de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et directrice du cabinet Archicrea qui existe depuis 2010 et qui accompagne les particuliers et les entreprises dans leurs projets immobiliers. D'accord. Intéressant. Donc, on va rapidement aller dans le vif du sujet. Pour commencer, qu'est-ce qu'un architecte fait exactement? D'accord. Alors, l'architecte, en fait, disons que c'est la personne qui exerce l'art de bâtir. Et l'art de bâtir, c'est-à-dire qu'il va accompagner son client qu'on appelle le maître d'ouvrage. Il va l'accompagner dans la conception de son projet, mais également dans la mise en œuvre de son projet. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'architecte est maître d'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre, les plans, le projet appartiennent à l'architecte. Et c'est pour ça aussi que les projets d'architecture sont protégés quelque part. Voilà. Et le client, lui, c'est le maître de l'ouvrage puisque c'est à lui qu'appartient le terrain. Et donc, ce qui va être construit sur ce terrain appartient au maître d'ouvrage. Voilà. Donc, l'architecte, lui, il est le maître de l'œuvre et le client est le maître d'ouvrage. Donc, en résumé, l'architecte est celui qui conçoit pour son client et qui l'aide à mettre en œuvre le projet immobilier. D'accord. Donc déjà, j'apprécie le fait d'avoir mis la différence entre le rôle de l'architecte et puis aussi le rôle pour le client. Voilà, c'est déjà très important. Au moins, on sait comment chacun doit fonctionner. Voilà. Bon, ma question est de savoir, est-ce que tout le monde a besoin d'un architecte pour faire sa construction? Alors, c'est une très bonne question parce que la loi concernant l'accès, enfin disons la consultation d'un architecte en Côte d'Ivoire, elle a changé parce que avant, il y a la loi de 2018 qui aujourd'hui impose le recours à un architecte pour tout projet en zone urbaine. Donc on est d'accord que c'est en zone urbaine, bon, pas au village bien sûr, mais en zone urbaine aujourd'hui pour tout projet, il faut recourir à un architecte. Alors, avant comment c'était? Avant, il y avait un seuil. C'est-à-dire, c'était seulement pour certains projets. Et le seuil, il était aussi bien au niveau de la superficie. Il fallait que le projet dépasse 30 mètres carrés ou qu'il dépasse au niveau du coût des travaux 20 millions. Alors, le seuil, il n'est pas très élevé, 20 mètres carrés, 20 millions ou 30 mètres carrés, c'est pas très élevé, mais c'est un prétexte
à éloigner les architectes des projets parce que beaucoup de personnes disaient que, bon, voilà, mon projet, il fait moins de 20 millions alors qu'en réalité, peut-être le projet faisait 100 millions, mais bon, il y avait toujours des façons de contourner et donc de se passer de la consultation de l'architecte. Donc, depuis 2018, le recours à l'architecte est obligatoire pour tout projet. En zone urbaine. En zone urbaine. Quelle que soit donc la taille du projet, il n'y a plus de seuil. Et quel que soit le type, que ça soit du résidentiel, des équipements, des commerces, des sièges de bureaux, tout le monde. Tout le monde, des usines, en tout cas toutes sortes, des équipements, mais également des résidences, voilà, pour les particuliers. Ok. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de seuil, il est obligatoire pour tout type de projet, le recours à l'architecte en Côte d'Ivoire. Maintenant, mais pourquoi forcément faire appel à un architecte pour une construction, au dépend de faire appel à un maçon qui est vraiment expérimenté? D'accord. Alors, en fait, c'est très simple, c'est parce que tout projet nécessite d'abord une conception. Voilà, on n'exécute pas un projet tant qu'il n'y a pas eu de conception. Ça veut dire que le projet, en fait, c'est le fruit d'une certaine étude. Il faut que tout soit bien pensé. Et de plus, quand on fait appel à un architecte, en fait, c'est celui qui va coordonner différentes expertises. Et en fonction du projet, il vous dira, bon là, imaginons vous avez à construire un magasin. C'est pas très compliqué, il va vous faire la conception, il va suivre les travaux. Voilà, si c'est un tout petit magasin que vous voulez faire devant chez vous. Je donne un exemple très simple. En revanche, quand vous allez le contacter, peut-être pour un bâtiment R+3, il va vous dire, attention, ici, moi, je vais coordonner différentes expertises. Je vais d'abord faire la conception du projet. Ensuite, on va faire les études de sol qui sont obligatoires lorsqu'on dépasse R+1. Il va vous dire, bon, c'est un projet d'immeuble, il faut qu'on ait fait les plans de structure. C'est lui qui va vous guider par rapport aux expertises. Et puis, le fait aussi qu'il vous accompagne quand il va voir le terrain, il peut encore faire appel à d'autres expertises. Il faut qu'un géomètre vienne faire le relevé topographique du terrain. Il verra donc que le terrain est en pente, comment on va canaliser les eaux de pluie. Bon, il y a tout ça. Voilà, donc il faut jamais minimiser un projet. Il faut déjà faire appel à l'architecte. Et si pour ce projet, on a besoin que d'une ou de deux expertises, ça va de soi qu'il va vous conseiller dans ce sens. Il va pas faire flamber les expertises, vous conseiller 10 expertises complémentaires. Non, en fonction du projet, de sa taille, mais surtout de sa complexité. Il y a des projets qui sont petits, mais ils sont complexes. Voilà, donc quand on a des terrains qui sont très accidentés, le projet tout de suite devient plus complexe. Voilà, donc en fonction du terrain et puis de la complexité du projet, il va vous accompagner et vous recommander des expertises qui seront nécessaires. Parce que par exemple, vous pouvez aussi vouloir faire un bloc dans une clinique. La salle, elle n'est pas très grande, mais il y a plusieurs expertises à mettre en œuvre. Pour pouvoir concevoir un projet qui va être vraiment fonctionnel. Il va avoir une méthodologie. En fait, l'architecture, c'est une méthodologie. Et c'est pour ça que les architectes peuvent travailler sur tout type de projet. Parce que parfois, moi, j'ai des clients qui viennent me voir. Est-ce que vous avez déjà fait une clinique? Est-ce que vous avez déjà fait une église? Peu importe si on a fait ou on n'a pas fait, mais on a l'expertise qui va nous indiquer la méthodologie à mettre en place pour que le projet soit fonctionnel. Donc, quand on travaille sur une clinique, même si on n'a jamais travaillé dessus, on sait quelles sont les séances de travail qu'on doit faire. On fait des séances de travail avec le personnel qualifié, tous les médecins, les professeurs, plusieurs séances de travail avec eux pour bien comprendre le fonctionnement, pour comprendre, par exemple, les circuits électriques, les circuits d'oxygène, tout ça, on fait des séances de travail. Donc, on s'improvise pas comme ça pour dire, on va confier au maçon. Non. Ça, c'est la catastrophe assurée. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a recours à l'architecte. C'est pour que le projet soit vraiment conçu pour une bonne fonctionnalité. Et après, il y a d'autres critères qu'on verra ensemble avec vous tout à l'heure. Et quels sont les risques de construire sans un architecte? Alors, comme je viens de l'expliquer, en fait, les risques, c'est que on ne met pas en œuvre les études préalables. Il y a plusieurs études préliminaires avant tout projet. Et le particulier qui lance son projet, il ne le sait pas forcément. Il ne sait pas forcément
je reprends encore ma question des terrains en pente. Oui. On peut avoir un particulier qui a un terrain accidenté, qui veut construire sa maison dessus. Et il commence déjà, il a vu un plan quelque part sur Internet. Hein. Aujourd'hui, avec Internet, on trouve de tout. Donc, il a vu un plan quelque part et il va recourir à un maçon donc pour exécuter le plan. Mais il faut avoir pensé d'abord déjà comment est-ce que après on va assainir le terrain. Ça sert à rien de construire si après on est inondé par les eaux de pluie. Bon, donc il n'a peut-être pas pris le temps de regarder les environs. Bon, est-ce qu'on peut faire venir l'eau sur la rue ou bien est-ce qu'on peut passer derrière c'est un voisin? Comment est-ce qu'on va faire? Et puis il y a la profondeur aussi de la structure. Parce que le maçon, lui, il va voir le terrain, il va faire comme ça. Alors que s'il y a un remblai, il y a certaines dispositions à prendre. Il faut que le terrain soit fondé sur le terrain naturel. Pardon, les fondations soient fondées sur le terrain naturel. Et après, on va faire un remblai. Donc, c'est toutes ces dispositions-là pour lesquelles l'architecte, il apporte son conseil, son assistance. Il va dire, ah non, attention, là, il faut qu'on fasse une étude de sol parce que le terrain, même, il est marécageux. Il y a de l'eau à 50 cm. Il y a des dispositions à prendre pour les fondations, mais aussi pour la fosse septique. C'est pas toute fosse septique qu'on peut mettre dans ce genre de terrain, en fait, parce que c'est dangereux, même c'est très grave parce que, en fait, on pollue la nappe phréatique quand on fait certains types de fosses septiques. Donc, tout ça, tous ces conseils, l'architecte va l'apporter à son client. Donc, quand on se lance dans un projet, il faut vraiment prendre la peine de se rapprocher de l'architecte qui, lui, mettra en œuvre toute la panoplie d'experts qu'il faut. S'il faut d'autres experts, il vous fera accompagner par ces autres experts. Une petite question rapide. D'accord. Entre les terrains en pente et puis les terrains plats, vous êtes plus à l'aise sur quoi? Plus à l'aise, la mise en œuvre est plus facile à faire sur un terrain plat. Après, si vous demandez à un architecte où il est plus à l'aise, à vous dire un terrain en pente parce que ça permet de faire des projets qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Donc, je sais pas si c'est le côté pratique, c'est plus facile de construire sur un terrain plat. Mais si c'est le côté créatif, on rêve tous de terrain en pente, même si ça coûte cher à la construction. Mais bon, voilà, chacun je vois. Mais quelles sont les qualités qu'un architecte peut apporter à un projet concrètement? Alors, la qualité, déjà la première qualité d'un projet d'architecture, c'est la fonctionnalité. C'est la première chose. Un projet doit être fonctionnel et nous, nos études, c'est vraiment un des critères sur lesquels on insiste. Parce que la fonctionnalité, peut-être pour vous, cette salle ici, elle est fonctionnelle. Et puis peut-être on va avoir un podcast fait par des Japonais. Ils vont trouver qu'ici, ça correspond pas à leur façon de vivre. Vous voyez? Chaque culture a son mode de vie. Chaque pays a ses contraintes climatiques. Bon, il y a beaucoup de choses. Donc, nous, ce qu'on nous apprend, c'est qu'on nous apprend cette méthodologie de dire, quand on arrive dans un projet, il faut essayer de cerner toutes les composantes du projet. Le client, quel est son bagage culturel? D'accord. Voilà. Quel est son mode de fonctionnement? S'il est célibataire ou s'il a 6 enfants, c'est pas la même chose. Voilà, s'il a des enfants en bas âge ou si tout le monde est déjà étudiant aussi, c'est pas la même chose. Au niveau de la sécurité, voilà, il y a des matériaux qu'on peut pas utiliser quand il y a des enfants trop petits. Bon, voilà. Donc, la méthodologie, c'est de dire, quand on arrive sur un projet, on va d'abord chercher à ce qu'il soit fonctionnel. Et puis après, on va regarder les autres critères qui sont la durabilité et en dernier, l'esthétique. En fait, c'est les 3 critères de l'architecture. Un bâtiment fait par un architecte, ça doit d'abord être fonctionnel, ensuite durable. Mais durable, il y a beaucoup de composants dans durable, en fait. On verra tout à l'heure, il y a la structure, il y a le choix des matériaux, il y a les économies d'énergie. Tout ça, ça rentre dans le contexte durable. Voilà. Et puis, en dernier, il y a l'esthétique parce que quand on a recours à un architecte, on s'attend quand même à quelque chose de spécial. Voilà, une touche quand même, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Voilà. Mais je rappelle toujours aux clients que l'esthétique, ça vient vraiment en 3e position. Moi, je voulais la mettre en 1re position. Ah non. Non, est-ce que ça sert à rien d'avoir quelque chose de beau qui fonctionne pas? D'accord. Vous n'êtes pas à l'aise dedans. À la rigueur, esthétique, c'est dehors quand vous sortez, il faut que vous soyez fiers de votre bâtiment. Mais quand vous vivez au quotidien et que c'est pas fonctionnel, c'est qu'on a quelque part on a échoué.
D'accord. Voilà, parce que c'est surtout le ressenti du vécu qui compte. C'est vrai qu'il faut être fier de sa bâtisse, mais il faut surtout être à l'aise, il faut être confortable. C'est ça. Donc, les trois éléments que vous avez cités, on commence par quoi? C'est donc la fonctionnalité, la durabilité, avec toutes ses composantes. Oui. Et puis, en dernier, l'esthétique. D'accord, c'est bien noté maintenant. Je pense que les gens ont bien compris. Maintenant, on sait. Ça veut dire que vous prenez en compte les réalités locales lorsque vous travailler sur un projet. Voilà, c'est ça. On prend en compte d'abord, comme je l'ai dit, le mode de vie du pays. Ouais. Voilà, tous nos affaires de cuisine africaine. Dans d'autres pays, ça n'existe pas. Hein. Oui, c'est nouveau voilà, même, je pense. C'est ici qu'on fait comme ça. Bon, on a nos petites habitudes, quoi. Ça, c'est le mode de vie. Maintenant, comme je disais, il y a aussi la durabilité. Ouais. Et là, c'est là qu'on va prendre en compte le fait de se faire accompagner de bureaux d'études, des cabinets d'ingénieurs qui vont nous apporter leur assistance pour les plans de structure. Donc, c'est l'architecte qui va vous dire, ah, ici, il faut qu'on fasse vraiment ça, il faut qu'on fasse attention, etc. Et donc, ça, c'est pour la durabilité. Mais la durabilité, c'est aussi le choix des matériaux. Parce qu'en fonction des matériaux, ça dure plus ou moins. Voilà, ce qui est en façade, c'est très exposé à la pluie, au soleil. Il faut certains matériaux. À l'intérieur aussi, il faut certains matériaux. En fonction si c'est des pièces humides ou si c'est des pièces sèches, ça dépend. Et puis, ici, on doit vraiment faire très attention à la ventilation des pièces parce qu'on a un gros problème. Bon, c'est pas un problème, c'est comme ça qu'on est. On a 100% d'humidité en Côte d'Ivoire. Donc, il faut composer avec. Voilà, il faudrait pas qu'on copie les plans du Maghreb. Le Maghreb, c'est des pays très secs. Et donc, les plans qui sont là-bas, ça correspond. Vous allez prendre un plan du Maroc, ça va jamais convenir à la Côte d'Ivoire. Jamais. Les réalités sont différentes. Au Maroc, on peut avoir une maison sans balcon. Ça pose pas de problème. Voilà, parce que l'air même dans la maison est sec. Mais ici, si y a pas un balcon, peut-être pour mettre un séchoir ou les vêtements peuvent pas sécher. Oui. C'est ça. Voilà. On sait très bien quand on va en Europe, on fait sécher les habits même dans la maison. Ça sèche. Mais ici, vous savez bien que ça va jamais sécher. Vous pouvez mettre 1000 ans, ça va jamais sécher parce que l'air est humide même. C'est même pas quand il pleut. Même en période sèche, l'air est chargé d'humidité. Donc, on a besoin de beaucoup de ventilation, on a besoin de beaucoup d'espace extérieur et beaucoup de fenêtres aussi pour faire entrer le soleil qui contribue donc aussi à chasser l'humidité. Et donc, si on prend des plans qui viennent, par exemple, du Maroc ou de Tunisie, ça peut pas fonctionner. On n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas le même climat et l'humidité a un vrai impact sur la dégradation des bâtiments. Ouais. Ici en Côte d'Ivoire. Oui. Un grand impact. Quand les pièces sont fermées, c'est pas assez ventilé, il n'y a pas assez de soleil. Ça sent vite le renfermer. Il y a de la moisissure sur les murs. Il y a de la moisissure dans les placards. Ça sort de partout, en fait. Parce que l'air même est humide. Donc, c'est important de regarder ces critères-là. Donc, on s'adapte au climat. On s'adapte au terrain, aux contraintes du terrain. Et en dernier, donc, comme je disais, l'esthétique est le troisième critère. Donc, c'est un peu ça que l'architecte apporte dans un projet qui lui est confié. D'accord. Madame Baron, beaucoup disent que l'architecture, pour avoir recours à un architecte, c'est vraiment coûteux. Ah. Qu'en est-il réellement? La question tabou. Ouais, c'est vrai. On y est déjà arrivé. Oui. Ok. Alors, bon, déjà, le mot cher, c'est relatif. Hein, parce que très souvent, quelqu'un qui vous dira que c'est cher, il s'est acheté une voiture à 30 millions. C'est ça. Donc, ça dépend de l'importance qu'on accorde à son cadre de vie. Oui. Et je trouve que malheureusement, en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays d'Afrique, on accorde plus d'importance à ce qu'on fera voir dehors quand on se promène. Mais le cadre de vie, on n'y accorde pas trop d'importance et du coup, on n'est pas prêt à mettre les moyens. Ouais. Qu'on mettrait pour autre chose. Ouais. Voilà. Notamment mais les voitures. Voilà, pour les voitures, le portable dernier cri, les tenues, les sacs, les bijoux, tout ça. On met des millions. Mais en fait, c'est pour ça que je dis c'est relatif. Tout dépend de l'importance qu'on accorde à son cadre de vie. Si on veut vraiment être bien, il faut être prêt aussi à mettre la main à la poche. Et puis, il faut surtout voir ce qu'on a à gagner. Il ne faut pas surtout penser à ce qu'on va dépenser. Ouais. Si on a payé des millions, imaginez déjà même que le projet en lui-même, il coûte des millions. Voilà. Mais
ici aussi, on a ce problème que tout ce qui est études n'est pas valorisé à sa juste valeur, en fait. Oui. Ça. On se dit, bon, le bâtiment, c'est sorti de terre, donc même si ça coûte 200 millions, voilà, c'est les briques, ça coûte, les carreaux, ça coûte, mais les études, donc, il y a déjà ce problème. Et donc, moi, je pense que sur cette question, le débat, c'est surtout de se dire quelle est la valeur qu'on accorde à son, voilà, à son cadre de vie, et puis qu'est-ce qu'on gagne. Il ne faut pas surtout voir la dépense, il faut voir tout l'apport de l'architecte, comme je l'ai dit, dans la fonctionnalité du projet, dans sa durabilité et dans son esthétique et dans cet accompagnement aussi d'un professionnel, parce que dans tous les domaines, on a des professionnels, mais bizarrement, dans la construction, là, chacun s'improvise. Je suis architecte de ma maison, j'ai vu des plans ici, voilà. Je peux reproduire sans mais problème. Quand on va chez le médecin, je pense que tout le monde sait qu'on fait pas l'automédication. On doit aller faire des prélèvements avant de savoir si c'est un palu, si c'est pas un palu. Bon. Mais là, dans la construction, tout le monde se lève pour dire qu'on est architecte. Voilà. Donc, c'est surtout ça. Ouais. Mais actuellement, comment les honoraires sont fixés concernant pour les architectes? Alors, les honoraires sont fixés. Déjà, il y a un barème d'honoraires. Okay. Il y a un barème d'honoraires, mais qui concerne surtout les projets publics. Okay. Parce que les architectes interviennent aussi bien sur les projets publics, les institutions, mais aussi avec des sociétés privées, mais également avec les particuliers. Donc, quand on a affaire à un projet public, les honoraires sont calculés d'office. Ça suit un barème. Voilà. Le cahier des charges, tout ça. On a un tableau, en fait, d'honoraires. Okay. Quand le projet est entre 0 et 30 millions, c'est tel pourcentage. Quand c'est entre 30 et 100, le pourcentage diminue. En fait, plus le montant est petit, plus le pourcentage est grand. Je donne un exemple. Je n'ai pas le tableau des honoraires en tête. Mais par exemple, on peut avoir dans ce tableau de 0 à 30 millions pour le projet. Le pourcentage que touche l'architecte, c'est de 10%. D'accord. Après, quand on passe de 50 à 100, c'est de 9%, etc. Et après, les projets qui sont en milliards, on est à 3%. Ouais. Ouais, donc, c'est un tableau qui est dégressif. Les honoraires diminuent plus le projet a un coût important. Mais ça, c'est les projets publics. Quand on arrive dans un projet privé, c'est le cabinet qui détermine un peu, qui fait sa proposition, en fait. Voilà, ça ne suit pas forcément. Il peut déterminer un pourcentage. Il peut dire, bon, moi, je vais prendre 10%. Ou bien, peut-être, c'est un architecte qui a une certaine renommée. Donc, il va dire, bon, moi, je prends 12%. Ou bien, il va rajouter des missions. Il va dire, non seulement je vais faire ma mission d'architecte complète, mais je vais aussi rajouter le bureau d'études. Il va rajouter d'autres prestations qui fait peut-être qu'il va, finalement, il va facturer 14% du montant du projet. Est-ce qu'on va dire petit projet, petit budget, petite construction? Bon, pas vraiment en fait. Mais ce que je viens d'expliquer, c'est comme ça que les cabinets fonctionnent. Mais c'est comme dans tout, hein, tout se discute en fait. Ouais. Voilà. Moi, je sais que on est plusieurs. Moi, c'est comme ça que je pratique, mais j'ai d'autres confrères aussi. Sur certains projets même, on laisse cette affaire de pourcentage. D'accord. Parce que déjà, quand on donne le pourcentage, déjà, ça effraie déjà. Wow. Ça effraie. Voilà. Donc, on laisse un peu ce pourcentage et on applique des forfaits. On va dire, bon, peut-être tout ce qui est villa R+1, nous, on va prendre tel montant pour les plans plus le permis. Mais ça, c'est bon parce qu'on a l'impression que et donc, quand c'est comme ça, on leur dit le prix d'avance et il n'y a pas, mais on est plusieurs à faire ça parce que cette affaire de pourcentage, il y a certains, mais c'est pas tout le monde, hein. Voilà. Mais en fait, comme je dis, pour des projets privés, c'est à chaque cabinet de déterminer ses honoraires. Oui. S'il veut faire un pourcentage, s'il veut faire un forfait, voilà. Et puis, des fois, même vous faites un pourcentage, il y a des discussions. On négocie encore. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des architectes. Il faut au moins franchir le premier pas. Si vous êtes allé voir un architecte 2, 3 et que vraiment, vous n'avez pas trouvé de terrain d'entente, à ce moment-là, vous pouvez commencer à répondre
la rumeur qu'ils sont chers. Mais la plupart des gens qui disent ne qu'ils font sont même pas chers, ce sont ceux qui ne sont jamais venus dans un cabinet pour demander des honoraires. Donc aujourd'hui, on peut rassurer la population pour leur dire que même si vous avez un petit budget, vous pouvez passer voir un cabinet d'architecte. Bien sûr. On va vous... Bien sûr, et c'est même la politique de l'Ordre des architectes aujourd'hui, c'est de rapprocher les architectes du grand public, parce que je ne sais pas à quel moment le divorce s'est passé, mais il y a une sorte de divorce là. Avant ça allait, bon, maintenant, il y a comme une rupture entre le grand public et les maîtres d'ouvrage. Mais aujourd'hui, vraiment, l'Ordre des architectes vise à rapprocher les architectes du grand public. La semaine dernière, j'ai appris du président de l'Ordre qu'il y aura des groupes d'architectes qui vont aller dans des églises chaque dimanche après la messe pour se mettre dans la cour de l'église et faire des consultations gratuitement, rencontrer les gens. Bon, vous avez un projet, comment est-ce qu'on peut vous aider, etc., etc. Pour dire que, voilà, les architectes, ils sont plus dans leur tour d'ivoire, là. Ils sont en train de descendre dans les rues. Donc, ils vont commencer en allant dans les églises. Après, ils vont le faire dans les mosquées. Juste pour être avec les gens, pour dire qu'on est là, pour vous accompagner. Voilà. Exactement. C'est très bon, c'est bon. Et est-ce que les architectes aident souvent à faire des économies globales sur un projet? Oui, les architectes aident à faire des économies à plusieurs niveaux parce que il y a d'abord, vous savez que la conception, déjà, ça permet de réduire des coûts. Parce que le fait de concevoir, on a bien réfléchi. Quand on fait une esquisse, on vous montre. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que ça vous convient? Déjà, bien faire une conception, ça fait des économies parce que demain, on n'a plus besoin de casser. Ouais. Franchement, je connais beaucoup de projets de personnes qui m'ont appelé bien après, mais ils avaient déjà cassé au moins 2 ou 3 fois. Donc, c'est pour dire qu'il faut déjà bien faire la conception. Ça permet, une fois qu'on commence le projet, on va jusqu'au bout sans casser. Donc, ça, c'est déjà des économies. Et puis, en fait, le client, il va vous aider aussi dans le choix des matériaux. Voilà, le choix des matériaux, parce que il arrive que parfois, les maîtres d'ouvrage, ils rêvent. Nous, on les ramène un petit peu à la réalité. On les fait rêver, mais on les ramène aussi à la réalité pour dire, bon, attention, au début, quand on s'est rencontrés, vous m'aviez dit que vous aviez tel budget. Aujourd'hui, vous me parlez de ça, mais ça rentre pas dans le budget. Donc, soit vous acceptez d'augmenter votre budget, soit moi, je vous conseille qu'on change de matériaux. Voilà. Madame, donc, comme on a commencé pour la négociation, peut-être vous pouvez... Non, parce que les matériaux, ils ont un coût. Les matériaux, ça dépend pas de nous. Voilà. Je vous donne un exemple. Il y a une dame dernièrement qui est venue me voir. Elle a un budget de 20 millions pour son projet. Voilà. Donc, nous, on est en train de lui dire, on a fait des plans, mais au niveau des matériaux, il y a des recommandations qu'on va lui faire. Il faut dire que bon, avec ça, vous pouvez pas faire la toiture en dalle. Vous pouvez pas, parce qu'elle veut faire peut-être une toiture en dalle, mettre des escaliers, demain, elle va monter. Bon, tout ça, ça a des coûts. Voilà, donc, on est en train de la guider pour qu'elle voit si finalement elle est prête à augmenter son budget ou bien... voilà, donc c'est dans ce sens-là, c'est dans le choix des matériaux, dans la bonne conception aussi. Et puis, il y a ce qu'on appelle les économies à long terme. Les économies à long terme, bon, lorsque parfois on attire l'attention des clients sur certains matériaux, bien sur l'agencement de la maison pour qu'elle consomme moins de courant, ça c'est vrai qu'au début, ça coûte, mais après, à long terme, on n'a pas besoin de mettre tout le temps la clim parce qu'il fait moins chaud. On n'a pas besoin d'allumer tout le temps en pleine journée. Parce qu'il y a beaucoup de maisons ici en Côte d'Ivoire, moi que j'ai visité en pleine journée, tu es obligé d'allumer partout parce qu'il n'y a pas de fenêtre, c'est pas bien éclairé. Donc tout ça, c'est des économies à long terme. On peut vous conseiller de prendre un chauffe-eau solaire. C'est vrai qu'au début, ça va coûter. Investir le chauffe-eau solaire, ça coûte cher, c'est en millions. Vous allez acheter un chauffe-eau électrique, c'est 80 000, 100 000, c'est pas grand-chose. Mais à long terme, avec toutes les factures qu'on a là... Vous économisez quand même. Voilà, vous économisez. Donc, c'est cet accompagnement-là qu'on met à la disposition du client quand aussi il nous communique son budget. Voilà, quand il nous dit, bon, moi, je souhaiterais vraiment rester dans tel budget ou bien j'aimerais que vous m'aidiez à choisir des matériaux qui ne soient pas trop chers. Voilà. Peut-être qu'il ne nous donne pas tout de suite son budget, mais il nous dit, moi, je veux faire quelque chose d'assez économique. Je ne veux pas beaucoup dépenser, donc aidez-moi. Donc,
au niveau de la conception, déjà, on va faire des pièces qui ne sont pas énormes. On va essayer de choisir des matériaux aussi économiques. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on dit que l'architecte aide à faire des économies. Mais pourquoi on pense que faire appel à un architecte, c'est pour les riches? Bon, ça, c'est une vieille idée. Si je suis là, je pense que c'est parce que l'idée commence à descendre. À descendre, oui. Ouais, okay. Donc, non, l'architecte, bon, il n'y a même pas d'architecte pour les riches, bon, c'est pas... En fait, l'architecte, il est pour tous les projets immobiliers. Pour toutes les bourses. Et pour toutes les bourses. À partir du moment où on veut construire pour soi ou pour mettre en location, faire un investissement immobilier, c'est important de se faire accompagner. Il ne faut pas aller à l'aveuglette et c'est quand c'est casser la tête, cogner la tête plusieurs fois. Parce que moi, dans mes clients, j'en ai beaucoup comme ça. Ce sont des personnes qui ont déjà fait des projets et c'est pas très bien passé. Et pour le second projet, ils se disent, bon, voilà, on va se faire accompagner pour bien étudier les choses, bien voir le budget, déjà que la maison aussi soit fonctionnelle. Bon, et même pour des investissements aussi, quand vous faites un investissement, plus le projet est bien étudié, plus vous pourrez gagner d'argent dessus. Parce que ça a une plus-value quand un projet est bien fait. Forcément, le prix de vente ou de location, il augmente. Donc, il faut pas seulement penser à ça pour son propre projet, mais tout ce qui est investissement immobilier, ça donne une plus-value à cet investissement. Si c'est une mini-cité ou bien si c'est des appartements, un immeuble, voilà. Quand c'est bien fait, c'est bien ventilé, voilà. C'est ça. Moi, en fait, je vais vous donner une anecdote. Le mois passé, j'ai visité une maison on va dire c'est un monsieur, mais il a un certain âge, donc bon, je pouvais pas non plus lui dire des choses trop directement, il fallait être un peu plus diplomate. Mais il m'a appelé pour concevoir un projet pour son immeuble, un nouvel immeuble. Il m'a dit, bon, cette fois-ci, bon, maintenant construire les immeubles, ça devient compliqué, il faut des permis, les agents du ministère n'hésitent pas à casser, voilà, mais je vais au moins vous montrer le type d'immeuble que moi j'ai déjà réalisé. Et j'ai visité son immeuble. Et bon, c'était 3 pièces, je pense, les appartements. Et il y avait des appartements, dans chaque appartement, il y avait une chambre sans fenêtre. Alors, je suis rentrée dans la chambre. Bon, la salle de bain n'avait pas de fenêtre, la chambre non plus. Et bon, les autres avaient des fenêtres. Bon, en tout cas, l'aménagement, c'était vraiment spécial. J'étais même choquée, mais bon, comme c'était un papa, comme on dit, bon, il fallait ne pas trop le choquer non plus. Donc, je lui ai demandé, ah, mais cette chambre, elle n'a pas de fenêtre. Il m'a dit, si, mais il n'y a pas de fenêtre, mais quand tu viens dans le couloir a une fenêtre. Bon, je dis, ah, ok, et effectivement, c'était pas tous ces appartements qui étaient comme ça. Il y avait peut-être 3 appartements par niveau, mais dans chaque niveau, il y avait un appartement de ce type où il n'avait pas réussi à faire de fenêtre. Et comme par hasard, ces appartements n'étaient pas pris. Ceux-là, il avait des locataires partout, mais sur ceux-là. Donc, vous voyez que c'est un appartement qui n'est pas rentable. Qui n'est pas rentable, oui. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Quand on fait un investissement, c'est vrai qu'on va peut-être payer un architecte, mais après, on gagne beaucoup. Oui. Et on pourra mieux vendre ou on pourra mieux louer cet appartement. Tout à l'heure, vous avez parlé de vous rapprocher de la population par les communautés religieuses. Est-ce qu'après ça, vous avez d'autres moyens pour pouvoir sensibiliser la population à se rapprocher aussi des autres, des architectes? Alors, oui, bon, déjà, dans quelques jours, il y aura Archibat. Archibat, c'est le salon de l'architecture et du bâtiment et qui se déroulera du 11 au 15 avril. Le 11, c'est vendredi. Et ça a été placé justement à ces dates-là pour que ceux qui ne peuvent pas en semaine, ils puissent y aller le samedi ou le dimanche. Et donc, sur ce salon, il y a beaucoup d'architectes qui seront présents. En plus, bien sûr, des stands de construction, des promoteurs immobiliers. Mais c'est le salon qui est promu par l'Ordre des architectes en partenariat avec l'agence événementielle, l'agence de marketing, Axe Marketing. Et donc, c'est une occasion, un salon qui a été fait justement pour promouvoir les architectes, les mettre au contact de la population. Et puis, il y a aussi des caravanes qui sont organisées avec le ministère de la Construction chaque année, où il y a des architectes qui vont expliquer
la consultation de l'architecte, comment est-ce que ça se passe. Donc, il y a quand même plusieurs événements qui sont en train d'être mis en œuvre dans ce sens. Mais je pense que les choses sont en train de changer. Ouais. Les choses sont en train de changer. Je le vois moi-même parce que, l'air de rien, j'ai mon cabinet depuis 2010, ça fait quand même 15 ans et ça a beaucoup changé. Vraiment, ça a beaucoup changé ces dernières années. J'ai reçu cette semaine, franchement, un très jeune couple. Je sais pas quel âge ils ont parce que les apparences, des fois, ça trompe, mais j'ai trouvé le couple très jeune et je leur ai dit, mais vous avez pensé tout de suite à venir voir un architecte? Ils ont dit non, maintenant, nous, on veut faire bien, en fait. C'est notre première maison, on veut vraiment faire bien. Nos papas, là, ils faisaient un peu n'importe quoi. J'ai dit, mais ça fait plaisir parce que je vois que les nouvelles générations, en tout cas, pour leur premier projet, ils sont prêts à s'investir, à se faire accompagner de professionnels. Ils savent que ça va coûter un peu, mais si déjà ils ont pu acheter un terrain, s'ils sont prêts à construire, ça veut dire qu'ils ont un peu de moyens. Oui. Voilà. Donc, ils se disent pour peut-être 2-3 millions que je vais payer en plus, c'est pas ce qui va m'empêcher de réaliser mon projet, mais en plus, je gagne en fonctionnalité, en durabilité, en esthétique. Et je me fais accompagner, ça rassure. Ça rassure, oui. Ça rassure beaucoup. Parce qu'ils voient comment le projet sera, comment ça va fonctionner. On leur pose des questions. Ah, mais est-ce que comme ça vous convient? Est-ce que vous voulez que le hall d'entrée soit comme ça? Les chambres, si les chambres des enfants sont un peu loin, est-ce que ça vous gêne? Bon, on échange, en fait. Vraiment, un projet d'architecture, c'est une vraie collaboration avec les clients. C'est pas qu'on fait le plan, on leur donne et c'est fini. C'est vraiment un échange. D'abord, on leur demande la liste des pièces. On leur fait une proposition, on leur demande est-ce que ça vous convient? Bon, on a fait la chambre de service plutôt côté cuisine africaine, est-ce que ça vous convient ou bien vous voulez que la chambre de service soit dans la maison par rapport à vous, votre mode de vie? Peut-être le personnel est plutôt avec vous dans la maison. Chacun a son mode de vie, son fonctionnement. Donc, le fait qu'on prenne le temps avec eux, ça les rassure. Et ils savent que leur projet va vraiment correspondre à leur couple et à leur famille. Et ça, c'est vraiment un soulagement, je pense. Pour beaucoup, c'est un soulagement. Madame Baron, rassurez-moi, tout ce mouvement-là, c'est pas uniquement en zone urbaine que ça se fait. Est-ce que vous projetez aussi en zone rurale? En fait, on projette de rapprocher les architectes aussi des populations de l'intérieur, mais à l'intérieur, on reste quand même un peu en zone urbaine, c'est-à-dire dans les villes de l'intérieur, mais pas dans les villages. Parce que les villages aussi, ils ont leur pratique, voilà, ils ont un mode de fonctionnement. Voilà, donc du coup, pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, bien sûr, on est intéressé par tous les projets de l'intérieur à San Pedro, à Yamoussoukro, à Bondoukou, à Korogo. Moi, j'ai des clientes un peu partout. Hein. J'ai des clients de Korogo, voilà, donc c'est ça. Moi, je pense que ça ne concerne pas qu'Abidjan. Ok. Avec toute votre année d'expérience, pour vous, quel est le regard que la population ivoirienne a aujourd'hui sur les architectes? D'accord. Bon, comme je dis, ce regard, il change. Il change. Déjà, avant même, les gens n'osaient pas s'approcher des architectes. Ils se disaient, bon, ça, c'est les ministres. Oui. On sait que tel ministre, c'est tel architecte qui a fait son projet. Bon, je pense que c'est resté longtemps dans l'esprit des gens et personne se disait, un couple lambda comme ça se disait pas que je pouvais approcher un architecte. Donc, franchement, ça change beaucoup. Ça change et tout le monde se rapproche des architectes, que ce soit des couples, des jeunes même. Il y a une semaine, j'ai reçu un tout jeune qui est en France, voilà, et qui est même pas encore marié, n'a pas d'enfant, mais il veut faire son premier projet. Et il m'a dit non, voilà, il voudrait se faire accompagner par un architecte parce qu'il a compris les bénéfices et il voudrait pas se lancer comme ça à l'improviste, surtout qu'il n'est pas là. Bon, voilà, il voudrait que ça se fasse de façon professionnelle. Et donc, il est venu et on lui avait fait une facture d'honoraires. Et après, on a échangé. Bon, il commence aussi dans la vie professionnelle et on a trouvé un terrain d'entente et il était vraiment content. Il s'est dit, donc mon projet, ça sera conçu par un architecte. Il nous a même demandé si après on pouvait suivre puisqu'il n'est pas là. Donc, franchement, ce regard change et je suis de plus en plus impressionnée de voir
les clients qu'on reçoit. C'est vraiment des personnes simples, quoi. Je veux dire, c'est la classe moyenne. On a des personnes même qui nous parlent de projets, qui ont 20 millions pour leur projet. Si une personne qui a 20 millions pour son projet est venue dans un cabinet d'architecture, c'est que vraiment, la mentalité a beaucoup changé. Oui, oui. Ça a beaucoup changé parce que ça se faisait pas à un moment donné, même venir dire à l'architecte qu'on a 20 millions pour construire. Bon, c'est pas évident. C'était pas évident, mais je pense que c'est en train de beaucoup changer. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. On va dire tout ça, c'est grâce à vous, hein. On vous voit aussi sur Internet. Vous tournez beaucoup sur Internet. Oui, c'est vrai que ça me fait plaisir de voir ce changement. Mais c'est aussi la politique de l'ordre des architectes, hein, de rapprocher vraiment le grand public. Et il y a plusieurs actions qui sont en cours. Voilà, bon, c'est vrai que moi, je me suis mis carrément sur la place publique. Hein. Oui. Je me suis dit, aujourd'hui, comment les gens fonctionnent? Ils sont plus dans les conférences ils sont plutôt sur les réseaux sociaux. Donc, on va aller les trouver là où ils sont. Et c'est comme ça que j'ai pensé à parler de cette problématique sur les réseaux sociaux. Et j'étais vraiment très impressionnée de voir comment ça a beaucoup plu. Je reçois beaucoup de messages inbox. Et même dans la rue, madame, j'ai un projet, je sais que vous êtes architecte. Bon. Non, ça fait plaisir. Oui. Mais moi, je pense qu'il faut que les gens sachent faut pas qu'ils se sous-estiment. Ouais. Parce qu'il y a aussi un peu de ça, je pense. Les gens se disent, mais est-ce que je peux aller voir un architecte? Ça va pas mal me regarder. Est-ce que ça se passe pour les boss? Bon. Est-ce que la facture sera pas salée? Est-ce que la facture sera pas salée? Faut pas que les gens se sous-estiment. Si vous avez les moyens d'acheter votre terrain, si vous avez les moyens de construire, c'est que vous avez les moyens pour un architecte. Ouais. Voilà, il faut pas se dire, il faudra insérer ça dans son budget. Voilà, il faut insérer ça dans le budget. Il faut pas avoir peur, en fait. Et puis, qui ne risque rien n'a rien. Il faut faire le pas d'aller. Si maintenant on vous a donné une facture faramineuse, vous avez fait plusieurs cabinets que vous n'avez pas, mais ça m'étonnerait que vous ne trouviez pas un terrain d'entente avec un architecte. C'est bien dit. Okay. Aujourd'hui, vous avez, dans votre liste de clients, est-ce que vous avez déjà reçu un client qui a le regret de ne pas avoir contacté un architecte et qui maintenant vient vers vous montrer son bâtiment comme le papa de tout à l'heure? Oui, j'en ai beaucoup comme ça. J'en ai beaucoup comme ça et pour leur second projet parce qu'une fois que le projet aussi est déjà construit, c'est un peu compliqué. Ouais. Voilà. Donc, j'en ai beaucoup comme ça. Vraiment, qui ont déjà réalisé quelque chose et qui, pour la seconde fois, se disent non, je vais essayer de faire mieux, je vais essayer de faire m'accompagner par un professionnel. Et voilà, j'en ai beaucoup comme ça. Et comment vous voyez l'évolution du métier d'architecte en Côte d'Ivoire? Alors, l'évolution du métier, bon, je trouve déjà qu'il y a beaucoup de matière puisque le pays est en construction. Hein. On ne peut pas faire 100 mètres sans voir un projet en construction et chantier. Donc, il y a beaucoup de matière. Donc, il y a du boulot. Mais après aussi, je le dis tout le temps, surtout aux parents d'élèves, parce que je reçois aussi des stagiaires, de lycéens qui rêvent faire de ce métier. Et puis, les parents me demandent, mais est-ce que... ils vont bien gagner leur vie? Je dis, ça dépend d'eux-mêmes. Ça dépend pas du métier. C'est ça. Ça dépend d'eux-mêmes. S'ils sont battants, ils vont très bien s'en sortir. Mais s'ils sont dans leur coin, voilà. Ils sont des fils à papa, ça passe pas, quoi. Mais un architecte gagne bien sa vie. C'est ce que je dis. Ça dépend de lui s'il est grouilleur ou pas, en fait. Il faut... Sinon, il y a de la matière. Il y a vraiment beaucoup de construction. Et il y en a pour tout le monde. Moi, je pense que les architectes s'organisent bien, s'ils savent se démarquer, s'ils savent bien s'occuper aussi des clients. Hein, parce que faut pas avoir non plus la grosse tête. C'est ce que je dis parfois aux jeunes architectes. N'ayez pas la grosse tête quand vous parlez à un client. La phrase, on dit le client est roi, c'est valable pour nous aussi. Hein. C'est pas ça. Vous les rois. L'architecte, il n'est pas là pour s'imposer, pour dire non. On conseille le client, mais c'est lui qui va vivre dedans. Ça. Une fois que vous aurez fini de construire, qui sera là? C'est pas vous. Voilà, c'est lui qui va vivre. Donc, il faut que ça soit lui qui soit à l'aise. C'est pas à nous d'être à l'aise dans le projet. On peut le conseiller en disant, on va faire comme si, ça sera plus éclairé, on va faire ça. Mais après, c'est sa maison. Donc, s'il veut avoir sa chambre suspendue sur la dalle là-bas où il fait chaud là, si c'est ce qu'il a décidé, nous, on le conseille. Mais après, il faut laisser aussi le client s'exprimer. Ouais.
Donc, c'est pour ça que je dis, ça dépend comment on gère le client. Mhm. Voilà, ça dépend si on s'occupe bien d'eux, on est réactif. Et puis, faut aussi, vous savez, en fait, c'est un peu comme dans tous les métiers. Dans tous les métiers, quand on pense à servir, en général, ça marche bien. C'est ça. Ouais. Mais quand tu penses purement argent, pas toujours que ça marche. Parce que le client, il le ressent, en fait. Ouais. Et quand, par exemple, il vous confie un projet et peut-être il a changé, il dit non, finalement, je veux pas que ça soit comme ça. Si vous voyez que vous perdez du temps et que le projet n'est plus rentable pour vous, vous commencez à vous énerver, c'est pas bon. Parce que le client, il le sent. Il se dit, ah, cet architecte travaille juste pour son argent. Mon projet, si ça marche, si je me sens bien dedans, si c'est fonctionnel ou pas, c'est pas son problème, en fait. C'est ça. Donc, le client le sent et il va peut-être terminer avec vous, mais il va jamais vous recommander. Ouais. Il va jamais vous recommander. La prochaine fois qu'il a un projet, il reviendra pas chez vous. D'accord. Donc, faut avoir cette idée de servir le client. Oui. Comme dans tout métier, un Oui, médecin, le médecin, il sert en fait. Oui. Ça. Il sert le patient. Il va Il est au jusqu'au service bout. du patient pour Mhm. que le patient soit en bonne santé. Faut pas penser tout de suite, même si Argent. ça vient, mais j'ai remarqué que bizarrement, dans ces métiers-là, les professions libérales, quand tu mets tout de suite l'argent devant, Mhm. c'est pas toujours évident. Donc, je pense que pour les jeunes architectes, il y a beaucoup Il y a de la place encore. beaucoup de place, oui, beaucoup de matière. Quel Ils conseil peuvent vous pouvez bien leur gagner donner? leur vie. Mais Quel j'ai conseil? donné des conseils pour bien gagner sa vie. Ils doivent être concentrés, c'est ça? Ouais. Voilà, il faut travailler. être concentré, il faut se démarquer, il faut vraiment euh, ne jamais laisser partir un client insatisfait. Ok, Ça, c'est la recette parce que c'est toujours les clients qui nous en ramènent d'autres. c'est ça. Et des fois, ils en ont plusieurs. Nous, on a au cabinet des clients qui viennent systématiquement. Il y a des personnes comme ça qui ont quand même beaucoup d'investissements qu'ils font. Une fois qu'ils ont trouvé leur architecte, chaque fois qu'ils ont un nouveau projet, c'est vous qu'ils appellent. Ils ne se fatiguent plus. Hein. Ils savent que telle personne, quand je lui confie un projet, ça se passe très bien. Donc. Et c'est ça qu'il faut viser en fait. Surtout quand on commence et qu'on n'a pas encore assez de clients. Même si on en a un client, il peut vous en amener 10. Parce qu'il construit sa maison, mais il travaille dans une société. Oui. Et dans la société, quand on va dire, il y a un appel d'offres pour construire le siège. Ah, mais tel client s'est vraiment très bien occupé de mon projet personnel. Et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est beaucoup de bouche à oreille, recommandations et... Il faut bien fidéliser les clients. Ouais, exactement. Aujourd'hui, quel regard vous pouvez apporter sur les différentes communes d'Abidjan en fonction de leur évolution, mode de construction? Quels commentaires vous pouvez donner? Bon, alors le regard que je porte sur Abidjan et disons le Grand Abidjan, c'est que il y a beaucoup de dispositions à prendre au niveau des ministères de la construction pour assainir la ville et l'accompagner dans son développement. Alors, vous verrez que aujourd'hui, ce sont les anciens quartiers qui disposent d'infrastructures d'assainissement. Aujourd'hui, quand vous avez un terrain à Bassam, on va vous dire, vous faites une fosse septique. Vous allez à Benjerville, vous faites une fosse septique. Vous construisez votre maison, vous ne savez même pas devant dans la rue, est-ce qu'il y aura des caniveaux, etc. En fait, aujourd'hui, la problématique qu'on a au niveau de l'urbanisme, c'est que la ville avance plus vite que les infrastructures. Et donc, malheureusement, ça se fait de façon un peu chaotique. Bon, ça se fait de façon chaotique même, parce que voilà, il n'y a pas de réseau d'assainissement des rues. Les gens ne savent même pas à quel niveau la rue sera. Et puis, chacun dans sa fosse septique. Les fosses septiques, en réalité, ce n'est pas très, très bon. Mais bon, pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Bon, aujourd'hui, il y a les fosses biophiles aussi qui permettent d'éviter de salir la nappe phréatique. Donc, en fait, aujourd'hui, le regard qu'on a, c'est que la ville, elle va franchement très, très vite. Et les infrastructures sont dépassées. C'est un peu le cas de la Palmeraie. La Palmeraie, c'est un nouveau quartier. La Palmeraie, là? Oui. Bon, quand je dis nouveau, par rapport à Cocody. Donc, ça s'est développé très vite. Aujourd'hui, la Palmeraie, c'est rempli de monde. Il y a des maisons partout. Il y a beaucoup d'opérations immobilières. Oui. Et aussi, il y a beaucoup de maisons individuelles. Et donc, la ville n'a pas suivi, ce qui fait que aujourd'hui, ce sont des quartiers où il y a plein de problèmes en saison de pluie. Et vous allez voir de très belles cités, hein, avec des belles villas. Et quand il y a la saison des pluies, les gens, c'est une calamité
Les gens même vont monter sur le toit, pourtant dans de très belles résidences. Ouais. Oui, c'est ça. C'est la remarque même que... Voilà, et c'est parce que c'est un de ces quartiers qui s'est construit. Dès que Cocody n'avait plus de place, on est parti à la Palmeraie. Au début, la Palmeraie, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui, c'était des palmiers. Bon, les gens construisent comme ça, et puis les infrastructures n'ont pas suivi en même temps. Et je suppose que ça fait partie aussi de votre lutte, hein, pour Bon, pouvoir... ça fait partie de notre lutte, surtout aussi des urbanistes qui accompagnent un peu tout ce qui est schéma directeur au niveau du ministère de la Construction. Donc, c'est vrai qu'il y a des schémas directeurs, disons, généraux. Mais après, pour rentrer dans le détail. Et bon, aujourd'hui, le constat, c'est que ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Non, ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Et les quartiers, vous voyez Bingerville. Oui. Moi, Bingerville me fait peur. Par rapport à l'avenir, quand je dis ça fait peur, ça veut dire que c'est un peu ce qui se passe à la Palmeraie aujourd'hui, ce qui va se passer. Ce sont aussi les nouveaux quartiers. Chacun vient construire sa maison. Il y a des cités par-ci, par-là. Mais vous voyez que les infrastructures n'ont pas encore suivi. Il y a beaucoup de pistes, les routes ne sont pas bitumées. C'est vrai que c'est viabilisé en partie. Il y a l'électricité, il y a l'eau. Oui. Mais c'est l'assainissement. Quand moi je parle d'infrastructure, c'est l'assainissement. Et c'est l'assainissement, pardon. C'est l'assainissement qui cause beaucoup de problèmes dans le futur. Parce qu'il faut que tout ça, les eaux soient drainées. Oui. Il y a des zones où ça va, où ça peut aller, mais il y a d'autres zones, on se pose un peu des questions. Il faut mieux sensibiliser la population. Ça. Bon, sensibiliser la population, c'est pas au niveau de la population. C'est au niveau du ministère de la Construction, au niveau de toutes les institutions qui doivent assainir la ville. Justement, les particuliers, eux, ils sont pressés, ils ont besoin de logement. Voilà. C'est ça. Non, c'est pas la population qu'il faut sensibiliser. Les particuliers, eux, ils sont pressés. Ils n'attendent pas que les infrastructures se développent. Ils ont des besoins. C'est ça. Il y a vraiment un grand besoin de logement. Les gens ne veulent plus louer. Ils ne veulent plus louer. C'est pour ça qu'aujourd'hui même, dès que quelqu'un a construit un peu bien, c'est correct, ça disparaît tout de suite. C'est tout de suite pris. Voilà, les gens, ils ne cherchent pas, du moment que c'est sécurisé, que le foncier est sécurisé, ils prennent. Donc, il y a un grand besoin. Les gens, ils ne peuvent pas attendre que toutes les infrastructures soient implantées. Non, ce n'est pas possible. Donc, les particuliers, eux, ils sont pressés et c'est normal. Mais après, la ville, elle ne suit pas. Elle ne suit pas. C'est un grand danger. Donc, bon, on espère que ça va aller. Ça ne sera pas si catastrophique. Bon, si à la Palmeraie, on est toujours là, c'est que c'est quand même vivable. Mais c'est vrai que en fonction des zones, pertes aussi. En fonction des zones, il y a des zones de la Palmeraie où ça va, mais il y en a d'autres vraiment en saison de pluie, c'est catastrophique. C'est difficile. Donc, il y a tout ça à prendre en compte, mais malheureusement, ça ne vient pas forcément de la population. C'est surtout l'État qui doit prendre ses responsabilités, développer la ville, au même rythme que les habitants. Oui, c'est vrai. En plus de la Côte d'Ivoire, vous exercez aussi. Non, j'exerce essentiellement en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai eu à faire quelques projets, mais ça n'a pas vraiment abouti. Donc, on dira que... Vous êtes plus à l'aise en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. J'ai bien envie de demander un petit projet que Mme Bawa a réalisé. Terminé. Bon, j'ai des projets qui sont un peu plus visibles. J'ai travaillé sur la Ségrae de Yopougon. C'est à Gandhi. Si vous connaissez. Oui. C'est pas loin du nouveau pont. Oui, je connais. Voilà. Donc, c'est en cours de finition. Donc, si vous allez là-bas. On va être signé, Madame Baron. Bon, pour l'instant, malheureusement, Côte d'Ivoire, on ne fait pas ça. Je sais que dans d'autres pays, on met le nom des architectes, mais ici, pour l'instant, c'est l'adressage des rues qu'on fait, mais le nom des architectes sur les projets, ça ne se fait pas encore. Ce serait bien. Et oui, ce serait bien, c'est vrai. Donc, à Yopougon, on a fait ça qui est un peu plus remarquable. Et puis, à Biétry, on a aussi fait ce qu'on appelle les studios de la Lonassi. C'est en bordure de lagune. Et c'est un peu là que tous les événements... Bon, c'est tout nouveau. Donc, peut-être que vous ne le connaissez pas encore. Ça n'a même pas été inauguré. D'accord. Mais c'est là que maintenant, il y aura toutes les émissions de la Lonassi comme le double millionnaire, les tirages de loto, etc. Voilà, donc si un jour vous gagnez au loto, vous irez dans mon bâtiment. Voilà.
C'est déjà bon. Donc, et puis, j'ai aussi travaillé sur une école Etimo et Makoré. Ça fait partie de mes premiers projets. Donc, ça date. Hein. Ouais. C'est à Abata. Ok. C'est un groupe scolaire. Et sinon, beaucoup de villas, hein, beaucoup d'immeubles, beaucoup de... Bon, depuis 2010, ça fait quand même un bon bout de temps. Oui. Donc, je peux dire que, franchement, on a dépassé 150, peut-être dans 200 projets Wow. de personnes qu'on a accompagnées. Ce n'est pas tous les projets qu'on fait jusqu'à la fin. Il y en a où on a Ok. juste accompagné au début, on a fait les plans, le permis de construire, parce que le client aussi n'était pas bien situé financièrement. Et donc, quand le projet s'étend sur plusieurs années, en général, nous, on ne fait pas l'accompagnement, parce que ça reviendrait trop cher, en Trop fait, au cher, client. oui. Si on doit mettre un technicien pendant 5 ans sur un chantier, imaginez un peu la Après, c'est facture. eux-mêmes qui ont venu dire c'est cher. Voilà, donc en général, quand le projet s'étend, c'est souvent le cas aussi. Hein. En Côte d'Ivoire, les gens, ils construisent un peu, comme on dit. C'est ça. Ils font avec les moyens, quoi. Ouais. Donc, quand c'est comme ça, on ne fait pas forcément l'accompagnement. Donc, si on compte tous les projets, franchement, on est à plus de 200. Wow. C'est bien. Il y a des cités dedans. Oui, il y a des cités aussi. Des cités. Intéressant. C'est Très ça. intéressant. Alors, nous sommes pratiquement à la fin, Madame Baron. D'accord. Je vous ai dit 1 heure, ça se remarque à peine, hein, on n'a même Ah, pas c'est senti. vrai, c'est vrai. Quel serait votre dernier mot pour les gens qui ont peur justement de venir vers des architectes? Alors, pour les gens qui ont peur de venir vers des architectes, déjà, il ne faut pas avoir peur. Et les architectes sont au service de la population et il n'y a pas d'architecte pour les riches, architecte pour les pauvres. Vraiment, les architectes sont pour la population. C'est un métier d'utilité publique, tout comme les médecins et d'autres métiers. Donc, il faut franchir le pas, se rapprocher d'un cabinet d'architecture. Il y a l'ordre des architectes qui est toujours disponible pour recevoir toute personne. Hein. Il n'y a pas de rendez-vous à prendre. Donc, vous pouvez passer quand vous voulez au siège de l'ordre des architectes et puis se rapprocher du professionnel parce que de la même façon que chacun de vous a son médecin, son avocat, son notaire, c'est important que vous ayez votre architecte parce que la construction, c'est vraiment un enjeu important. Voilà, c'est pas un achat simple, c'est pas un investissement qui est simple. C'est quand même des investissements qui sont assez complexes parce que c'est toute une chaîne de prestataires. Il y a la conception, après il y a l'entrepreneur. Au niveau de l'entrepreneur aussi, il y a plusieurs corps d'État. Et vraiment, la construction, c'est un parcours du combattant, surtout sous nos tropiques, hein, parce qu'il y a beaucoup de laisser-aller. Et puis, dans ces domaines-là, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas formées et qui se lancent. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Et quand on entreprend un parcours qui est aussi complexe, c'est important de se faire accompagner. D'accord, merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, notre cabinet est à La Palmeraie. D'accord. Et bon, on laissera nos contacts tous ceux qui sont intéressés. C'est pour nous un plaisir. On vous a reçu aujourd'hui. On pense Merci en tout et on cas à espère vous. vous recevoir encore une prochaine fois. D'accord, Voilà, avec plaisir. En tout cas, pour mieux merci débattre beaucoup encore. Et puis, pour cette lucarne et pour cette invitation. Merci c'est à nous vous. qui vous remercions. On va se dire à très bientôt. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.